Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité au sein de votre magazine En quête de sens. On va vous parler sécu aujourd'hui, sécurité sociale et sa place dans notre quotidien. On va le voir, des interventions banales qui la rendraient presque invisible. Et pourtant, la sécu sociale, c'est vraiment un socle fondamental de l'organisation de notre société. Pour en parler aujourd'hui avec moi, je suis ravie d'accueillir Jonathan Peuch. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes chargé de plaidoyer chez FIAN Belgium. Alors FIAN, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Food Information and Action Network. C'est une ONG internationale et vous occupez, vous, de sa branche belge, on va le dire. Vous êtes aussi membre de Créassa, un collectif qui œuvre à la création d'une sécurité de l'alimentation, sécurité sociale de l'alimentation. J'ai également avec nous Pierre Van Gilbergen, je l'avais bien dit en répétition, et voilà que je le dis mal. Pierre Van Gilbergen, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable, vous, de la communication et des campagnes chez PAC, Présence Action Culturelle. Voilà, les présentations sont faites. Pour planter le décor, je vous propose une petite capsule vidéo extraite du parcours immersif En lutte, histoire d'émancipation de nos collègues du CAL Liège, cité Miroir. On se retrouve juste après pour en débattre avec nos invités. Au XIXe siècle, face aux accidents de la vie, le travailleur doit se débrouiller tout seul. Lorsque tu te blesses au travail, tant pis, pas de chance pour toi. Finalement, c'est pas si grave, il te reste encore une main. C'est déjà ça. Lorsque tu es malade, tant pis, pas de chance pour toi. Finalement, c'est pas si grave. Tu n'es pas encore mort, c'est déjà ça. Lorsque tu es trop vieux pour travailler, tant pis aussi. Pas de chance pour toi. Tu ne mourras pas au travail, c'est déjà ça. Et si le patron, du jour au lendemain, ne veut plus de toi, tant pis. C'est à nouveau pas de chance pour toi. Tu vas apprendre à vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est déjà ça. Le travail au XIXe siècle, c'est 7 jours sur 7. Pas de vacances, pas de repos. Dommage pour toi. Mais il paraît que le travail, c'est la santé. C'est déjà ça. Tu fais des enfants alors que tu gagnes un salaire de misère? Tu n'auras pourtant pas d'aide financière. Dommage pour toi. Mais tu pourras les obliger à travailler. C'est déjà ça. Et enfin, si tu tombes malade à cause de mauvaises conditions de travail, pas de chance pour toi. Mais tu as toujours tous tes doigts, c'est déjà ça. Tu vois, pour une majorité, la vie au XIXe siècle, c'est dur. Tu as intérêt à avoir beaucoup de chance si tu veux t'en sortir. Alors, pour que la vie ne dépende pas que de la chance, en 1944, on a créé la sécurité sociale. Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, face au risque de l'existence, chacun dispose d'une protection. La sécurité sociale est basée sur le principe de la solidarité. Tout le monde cotise pour tout le monde. Solidarité entre travailleurs et chômeurs, entre actifs et pensionnés, entre personnes en bonne santé et malades, personnes avec et sans revenus, familles avec et sans enfants. Désormais, face aux accidents de la vie, nous disposons tous d'une protection sociale. C'est ça la solidarité sociale. C'est normal d'être payé quand on est malade. C'est normal d'avoir des congés payés. Non, tout cela n'est pas normal ni naturel. Il a fallu lutter pour obtenir ces droits. C'est de la résistance et des luttes sociales que nous viennent ces protections sociales. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, une série de mesures d'urgence, propres à réparer les misères subies pendant l'occupation par la grande majorité des travailleurs salariés, sont mises en place. C'est l'institution d'un système de sécurité sociale qui rend obligatoire toutes les assurances sociales d'avant-guerre promues par le mouvement ouvrier. Mais depuis quelques décennies, il y a machine arrière. Augmentation de l'âge de la retraite, contrôle des chômeurs, dégradation de l'offre des soins. Toutes ces conquêtes portées par ces générations de travailleurs sont petit à petit détricotées. Attention, soyons vigilants. Ne parlons plus de charges sociales, mais de cotisations sociales. Car l'argent que les contribuables versent dans ce pot commun permet de réduire les inégalités et de vivre dignement. La sécurité sociale constitue une vraie richesse pour l'ensemble de la société et ne peut être sacrifiée sur l'autel de l'austérité. Un jour on aide, le lendemain on est aidé. C'est ça la solidarité. PAC
Présence Action Culturelle lance une campagne Ma Sécu, notre capitale, et un petit livre blanc que j'ai là entre les mains, une cinquantaine de pages pour rappeler ce qu'est la Sécu et en quoi elle doit être préservée et renforcée. Pierre Van Gilbergen, justement, pourquoi est-ce que PAC s'occupe de sécurité sociale? Mais en fait, chez PAC, on ne s'est pas levé un matin en se disant tiens, aujourd'hui, on va commencer à parler de la Sécu. Chez PAC, ça fait longtemps qu'on travaille sur la sécurité sociale. Ça fait plusieurs années qu'on a plusieurs campagnes qui ont été menées et qui abordaient différentes parties de la sécurité sociale, que ce soit sur la défense des services publics, que ce soit sur la suppression du système de la voiture salaire, que ce soit sur le statut de cohabitant et la nécessité de supprimer le statut de cohabitant, ou encore sur l'automatisation des droits et le statut BIM. Mais ce qu'on a remarqué, c'est quand on allait sur le terrain, quand on discutait avec les gens, lors de débats, force est de remarquer quand même que les gens ne savaient pas ce que c'était la sécurité sociale. Ils ne le savaient pas. Ils avaient quelques bribes, comme on l'a vu dans le reportage. Ils pensent que c'est normal, que c'est une manne d'argent comme ça qui tombe et qu'on a droit à certaines choses. Mais on ne fait pas le lien dans la sécurité sociale. On ne sait pas toute l'histoire qu'il y a derrière. On ne sait pas tout le système qui se trouve derrière la sécurité sociale. Et donc, ce qu'on a également vu dans le reportage, c'est que cette sécurité sociale, aujourd'hui, on le voit dans les médias et on le voit dans les partis politiques, elle est censée s'attaquer. Elle se retrouve toujours... Voilà, on dit que la sécurité sociale... Trop cher. On dit toujours qu'elle coûte beaucoup trop cher, la sécurité sociale. On oublie ce qu'elle rapporte, entre guillemets, Bien et sûr. combien elle est présente dans nos vies. J'ai moi-même appris beaucoup, d'ailleurs, c'est vrai, grâce à votre petit livre blanc. On a essayé, en tout cas, dans le livre blanc, d'être le plus clair, le plus précis possible, mais tout en étant accessible, tout en étant le plus pédagogique possible, et tout en étant le plus... en présentant le système, en prenant de la distance. Donc c'est ça qu'on avait dit. On s'est dit dans cette campagne-ci, prenons un peu de distance par rapport à la sécurité sociale, prenons le temps de non seulement réexpliquer ses fondements, mais de voir aussi justement pourquoi est-ce que la sécurité sociale ne coûte pas trop cher. Oui. On l'a rendue beaucoup trop cher. Alors expliquez-nous justement, parce que moi j'ignorais effectivement, on n'y pense plus, mais comment ce pot commun est créé? Comment est-ce qu'il existe? Qui le remplit? Mais c'est les allocations, c'est les cotisations, pardon. C'est les cotisations sociales qui viennent financer ce pot. Des cotisations sociales qui sont payées par le patron, qui sont payées par l'employeur et qui sont payées par le travailleur. On appelle parfois charge sociale d'ailleurs. Oui, évidemment. Négatif, déjà. Et c'est un mot justement à éviter. C'est un mot, quand on parle de charge, on pense à quoi? On pense à quelque chose qui est lourd, à quelque chose qu'il faut porter sur son dos et quelque chose qu'on veut se débarrasser. Or, ce n'est pas le cas ici. On parle évidemment de cotisation sociale et non pas de charge sociale. Il faut toujours faire attention aux mots qu'on utilise. Et donc voilà, en effet, quand on voit l'évolution de la sécurité sociale, on voit que, comme on l'a dit, qu'on a une société qui vieillit de plus en plus, certes. On a également un taux de pauvreté en Belgique qui augmente aussi petit à petit. Et donc, on a remarqué qu'il y avait un déséquilibre entre les recettes et les dépenses de la sécurité sociale. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a également un point qui est très important pour comprendre la sécurité sociale et les enjeux d'aujourd'hui, c'est la loi 96. C'est la loi 96 qui vient, qui vient justement bloquer l'augmentation des salaires, par justesse par rapport aux pays qui nous entourent, aux pays, la France, les Pays-Bas, etc., pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Mais c'est quand on remarque aussi l'évolution de la société des entreprises, on a des bénéfices de plus en plus grands. Malheureusement, les salaires n'ont pas suivi l'augmentation de taille de ces entreprises. Et puis, ce qui se passe aussi, par contre, en Belgique, c'est que les entreprises, elles souhaitent quand même rester concurrentes entre elles. Et donc, elles ont pu bénéficier, petit à petit, au fur et à mesure des gouvernements et de politiques de droite qui ont été faites, de systèmes qui viennent... malheureusement, siphonner les caisses de la sécurité sociale, qui leur permettent quoi à ces entreprises? Qui leur permet d'offrir un salaire brut aux personnes qui travaillent pour elles, de garder toujours ce même salaire brut, mais que ces personnes perçoivent un salaire net qui est plus élevé. Pourquoi? Parce qu'elles payent moins de cotisations sociales. Moins de cotisations sociales sont appliquées là-dessus. Et quand on parle, par exemple, de ces mécanismes qui siphonnent la sécurité sociale, on en a toute une série et on les développe justement dans ce livre blanc. C'est les flexi-jobs, par exemple, les jobs étudiants. Il y a par exemple les jobs étudiants. Mais bon, quand un étudiant est rémunéré, effectivement, il n'y a pas de charges ou de cotisations sociales qui sont versées dans le pot commun. Tout à fait. Et puis on voit aussi que nombre d'entreprises utilisent
utilise recrute beaucoup de jobs d'étudiants, alors qu'il pourrait pour ne pas payer ses charges. Et il pourrait engager aussi des personnes à ce moment-là. Parce que les jobs d'étudiants, ce sont quoi? C'est souvent des personnes qui sont peu qualifiées. Ce sont des étudiants, ils commencent et c'est normal. Mais ce sont des salaires qui sont beaucoup plus bas. Il faut le reconnaître aussi. Et une autre problématique, quand même, qui est connexe au job d'étudiant, c'est que quand vous avez un emploi, vous signez votre contrat de travail, le fait que vous ayez cet emploi vous ouvre des droits sociaux. Ce n'est pas le cas pour les étudiants. Ouais. Ils n'ont pas d'ouverture de droits sociaux. Et donc ça, c'est encore un autre combat à mener aussi, qui permettrait justement de donner des droits sociaux aux étudiants. Ils n'ont pas droit au chômage, ils n'ont pas droit au remboursement des frais de transport, ils n'ont pas le droit au salaire garanti. Donc voilà, ça c'est un des exemples. Mais il y a par exemple d'autres exemples comme la voiture salaire. La voiture salaire, en effet, oui, un dispositif qu'on connaît bien en Belgique et qui permet de contourner aussi cette mise en pot commun de la sécurité sociale. Tout à fait. Et la voiture salaire, c'est vraiment un exemple... Qui démontre bien tout ça. On voit le nombre de voitures salaires qu'il y a en Belgique. Et c'est quoi le principe de la voiture salaire? C'est, par exemple, au lieu de vous payer un salaire de 2 500 €, on va vous payer un salaire de 2 000 € et on va vous donner une voiture. Et cette voiture, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les cotisations sociales et les impôts qui sont payés dessus sont bien moindres. Oui, vous le rappelez, ces facteurs combinés représentent une perte, en tout cas pour la voiture salaire, carte essence ou chèque repas par exemple, représentent une perte de 3,5 milliards d'euros par an. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors quand il n'y a pas assez dans la Sécu, qui vient renflouer un peu? L'État. L'État. Et donc, voilà. Il y a donc maintenant, au départ, il y avait un équilibre entre les cotisations sociales personnelles des travailleurs et travailleuses et les cotisations sociales patronales. Bon, maintenant, il y a ce déséquilibre et donc l'État a dû en faire entrer de nouveaux mécanismes pour venir trouver cet équilibre au niveau du budget de la sécurité sociale. Et donc, il y a toujours les cotisations qui sont là, mais qu'on sait qui diminuent. Il y a le financement alternatif. Le financement alternatif, il est basé sur quoi? Sur une partie des recettes issues de la TVA et d'une partie des recettes issues du précompte mobilier. Il y a après 2 dotations également. Il y a la dotation ordinaire, donc c'est l'argent que l'État alloue pour faire fonctionner la sécurité sociale. Et puis il y a la dotation d'équilibre, qui, comme le terme veut bien le dire, vient justement rétablir l'équilibre du budget de la sécurité sociale. Mais ce qu'il y a, c'est que cette dotation d'équilibre augmente de plus en plus de chaque année. Et donc c'est l'occasion, de nouveau, pour les partis qui critiquent la sécurité sociale, de dire « regardez comme elle évolue, regardez comme elle est hors de contrôle aujourd'hui ». Et c'est à ce moment-là qu'on va venir regarder les différents postes de la sécurité sociale, voir ceux qui coûtent le plus cher et venir à nouveau stigmatiser toute une série de personnes, d'allocataires sociaux. Hier, on stigmatisait surtout les chômeurs. Aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont en maladie longue durée. Donc voilà, ce sont des... Ce qui veut dire donc que ceux qui mettent à mal la sécurité sociale, qui critiquent justement son coût, cette charge importante, sont ceux-là même qui mettent des dispositifs en place qui diminuent ces cotisations-là. Donc c'est une situation complètement schizophrénique. Qui se mord la queue, on est d'accord. Tout à fait. Rappelez-nous, on l'a vu dans la vidéo, mais rappelez-nous, la sécu sociale dans mon quotidien, c'est quoi? Tout le monde est touché, tout le monde a besoin de cette sécurité sociale, solidairement, fraternellement. Bien sûr, et tout le monde, on le voit bien, on l'a bien vu dans le reportage, tout le monde a des moments divers de la vie, on est tous touchés par la sécurité sociale, que ce soit le moment où vous allez chez le médecin et que vous êtes remboursé en partie des honoraires, quand vous allez chez le pharmacien, que vous payez moins cher des médicaments parce qu'ils ont été prescrits, que ce soit les allocations familiales, mais que ce soit aussi des moments un peu plus compliqués de la vie, quand on décide de rester auprès d'un proche qui est malade et qu'on a droit à prendre des congés à ce moment-là pour l'aider, ou que ce soit des décisions que l'on prend pour rester, par exemple, avec son enfant en bas âge, mais également au niveau de la pension, quand on a une pension malheureusement qui n'est pas assez haute et qui a un complément de pension. Donc voilà. Tout le monde, a besoin et bénéficie de la sécurité. Tout le monde bénéficie de la sécurité sociale. Mais ce qui se passe aussi, c'est que tout le monde, en effet, bénéficie de la sécurité sociale, mais toutes les personnes qui bénéficient justement de ces systèmes qui siphonnent la sécurité sociale, comme les voitures salaires, comme les flexi-jobs, comme au niveau du dumping social, etc., c'est toutes des personnes qui cotiseront moins pour la sécurité sociale. Or, ils continuent pourtant à bénéficier de la sécurité sociale. Alors, évidemment, nous, pas les stigmatiser. On ne les stigmatise pas, clairement. Parce que souvent, ils n'ont pas le choix. Mais non, ils n'ont pas le choix, bien sûr. Si un contrat avec un employeur, on me propose une voiture de société, je ne vais pas refuser. Et puis, si je refuse, je n'aurai rien d'autre. Bien sûr, nous, on n'a jamais stigmatisé les personnes qui bénéficient de ça. Par contre, nous, ce qu'on propose, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de société, c'est un changement au niveau des législations qui doivent changer et qu'on doit petit à petit venir supprimer tous ces mécanismes qui viennent siphonner comme ça la sécurité sociale. Et vous réfléchissez aussi, chez PAC, à redynamiser cette sécurité sociale en l'ouvrant à d'autres domaines, comme le logement ou l'alimentation, on va en parler avec Jonathan.
il faut quand même dépoussiérer cette sécu sociale, en tout cas l'ouvrir vers demain, puisque la société change. C'est sûr. Donc, nous, avec cette campagne, en tout cas, on veut ouvrir de nouveaux horizons. On ne se contente pas uniquement de défendre la sécurité sociale. On ne reste pas sur une position défensive, mais on propose des pistes pour demain. On veut vraiment ouvrir de nouveaux horizons. On voit bien, l'horizon aujourd'hui n'est pas ce qu'il y a spécialement de plus gai. Il est quand même assez bien morose. Un peu flippant, oui. On sort quand même de 2 crises majeures, hein, la crise liée au Covid-19, la crise énergétique. Et puis aujourd'hui, quand on voit les conflits internationaux, quand on voit les prévisions, les sondages pour le nord du pays, c'est quand même assez morne, assez morose. Nous, ce qu'on veut proposer ici, c'est des visions pour demain, des nouvelles façons de voir la sécurité sociale, et puis s'adapter aussi au changement de demain, évidemment, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau du logement, etc., et également au niveau de l'alimentation. Alors l'alimentation, Jonathan Peuch, donc vous êtes chargé de plaidoyer chez FIAN Belgium. On l'a vu depuis la crise Covid, les aides alimentaires, les paquets alimentaires, toutes ces files d'étudiants et de gens qui n'avaient jamais fait appel à ce service-là, en tout cas cette aide était énorme. On n'y pensait pas. Le coût de l'alimentation aujourd'hui, il est très, très compliqué pour les familles. Ce serait quoi une sécurité sociale de l'alimentation? Comment est-ce qu'on peut s'emparer de ça? En fait, nous, on essaye de développer un discours sur l'alimentation qui englobe sa vision systémique, c'est-à-dire englobe les différentes facettes de l'alimentation. On dit l'alimentation, c'est pas qu'une question agricole, c'est pas qu'une question environnementale. On a 4 problèmes qu'on essaye de résoudre, quoi. Donc le premier, c'est celui dont vous parlez, celui de la précarité. On a vu pendant le Covid, les files s'allonger. En Belgique, on est un pays riche, on est connu pour ça. On a quand même 600 000 personnes qui, l'année dernière, ont été au moins une fois demander un panier d'aide alimentaire. Et faire cette démarche-là, c'est quelque chose dont personne n'est fier. Non. Donc quand on y va, c'est que... On ne fait pas par plaisir. Pas du tout. Quand on y va, c'est que c'est vraiment la galère et que notre vie est compliquée. On a environ 20% de la population qui est en précarité, en général, donc y compris alimentaire, qui n'a pas les moyens de vraiment choisir, faire des choix. Le deuxième problème lié au droit à l'alimentation, c'est la question de la santé. On connaît très bien, et l'OMS le répète donc depuis 2004, en fait, il y a une stratégie mondiale pour la santé et l'exercice physique qui montre à quel point alimentation et santé sont liées, à quel point c'est en fait un fardeau pour la sécurité sociale de la santé, justement. Le problème, c'est qu'on a une approche curative. Donc on attend que les gens soient malades, et une fois qu'ils sont malades, on les soigne. Non, nous, ce qu'on voudrait développer, c'est une approche préventive, exactement. Et du coup, le bien manger fait partie de ça. Voilà, ça c'est un petit peu repenser la philosophie de la sécurité sociale aussi, mais c'est ça, construire la nouvelle sécurité sociale, c'est aussi aller dans d'autres directions. Prévenir plutôt que guérir, c'est quelque chose que nos grands-parents déjà connaissent bien, tout le monde connaît cette phrase-là, et en fait, on ne l'applique pas chez nous. Je pense qu'en termes de gestion publique, c'est pas très responsable, et en termes de bien-être dans la population, ça changerait beaucoup de choses. Le troisième problème, c'est celui de l'environnement. Les impacts de l'environnement. Dans l'idée que l'humain... Donc d'abord, les gaz à effet de serre. 30% des gaz à effet de serre sont émis par le système alimentaire, soit au niveau purement agricole, donc dans la ferme, soit au niveau des transports entre la ferme et les usines. On parle d'une situation mondiale. Hein. C'est le chiffre au niveau mondial. Ça n'a pas de sens de parler de climat au niveau national. Bien sûr. Quand on pense qu'on stigmatise les avions, à juste titre aussi, mais enfin, je ne savais pas que l'alimentation représente bien plus. Non, 30%, c'est énorme. C'est un secteur qui a toujours été un peu à l'écart dans les négociations internationales sur le climat. Il s'en sort toujours bien, en fait, pour ne pas être régulé. Les acteurs de l'agro-industrie ont des lobbies très puissants. Le lobby est très, très, très puissant. Hein. C'est très fort. Et donc, en fait, les impacts sont énormes. Sur la biodiversité, on parle de 70% de baisse de la biodiversité due à l'agriculture, donc les pesticides notamment, et l'eau potable qui est utilisée et qui est ensuite polluée. Ça, c'est vraiment un énorme problème. Et on a beau le savoir depuis longtemps, les sommets 96, à Rio, on le sait, mais pas grand-chose ne change. Et le dernier problème, c'est celui dont on a plus parlé dernièrement, celui du monde agricole. Les agriculteurs triment pour nous fournir des prix bas, une alimentation pas chère, parce qu'on a perdu un peu l'envie de payer. Le problème, c'est qu'ils ont des salaires très bas. Bon, il y a beaucoup de différenciation à l'intérieur du monde agricole, mais c'est soit on a un modèle exportateur des grandes fermes, où là, on peut essayer de s'en sortir, mais on est très dépendant des prix internationaux. Oui. S'ils sont élevés, ça va. S'ils sont bas, c'est pas bon. Soit on est dans un système alternatif que nous, chez FIAN, on va défendre, le circuit court, l'agroécologie. Mais là, on est sur des niches économiques à cause de ces questions de prix qu'on peine à dépasser. Donc, pour nous, la sécurité sociale de l'alimentation, elle viserait vraiment à rendre plus accessibles les produits alimentaires de qualité, bons pour la santé, bons pour la planète. Aujourd'hui, c'est sur la responsabilité individuelle que ça repose. Donc on dit aux gens, voilà votre budget, il y a différentes catégories sociales, les budgets sont différents, mais vous avez un budget, choisissez bien. Si vous choisissez mal, ça vous regarde. Oui.
Non, nous, on pense que c'est vraiment un sujet dont on devrait se saisir en tant que société, en tant qu'État, en tant que pays, se dire en fait que les gens mangent bien pour leur santé, de manière nutritionnellement adéquate. C'est quelque chose qui ne doit pas dépendre juste de l'individu. Donc oui, on doit faire des choix très clairs en matière d'alimentation, mais les choix de l'alimentation saine sont énormes. On va pouvoir aller très loin dans le choix. C'est un peu ce qu'on dit quand on parle de One Health, le fameux concept dont on parle de plus en plus. Hein. Tout est lié. Alors concrètement, comment est-ce qu'on pourrait introduire une sécurité sociale de l'alimentation? Vous m'avez donné tout à l'heure, et c'est génial, cette petite carte. Une carte alimentation, ce serait une des pistes en tout cas que vous développez pour que chacun, on reçoit par exemple 150 € par mois par personne pour une alimentation de qualité. Donc ça marche comment? Je vais où avec cette carte-là? Ouais, donc nous, notre idée, c'est vraiment de s'inspirer de la sécurité sociale telle qu'elle existe et de l'appliquer à l'alimentation. Donc cette carte, elle est vraiment centrale dans le dispositif parce que c'est comme ça que ça va se matérialiser chez les gens. On aura tous une carte, tous les résidents en Belgique, avec un budget. On pourra s'en servir pour acheter de l'alimentation qu'on va appeler conventionnée. On a conventionné les... Je ne peux pas aller en grande surface, je ne peux pas aller n'importe où avec cette carte-là. Alors le but, c'est d'aider quand même un autre circuit. Donc tout ça, c'est en réflexion. L'idée, c'est qu'on pourra acheter que des produits qui vont répondre à certains critères. Comme on conventionne les médecins, on conventionne les médicaments, tout n'est pas remboursé de la même manière. On pourra rembourser, c'est-à-dire qu'ici, on pourra acheter avec la carte les aliments qui répondront à des critères qu'on aura décidés collectivement, démocratiquement. Nous, donc, dans le CREASA, vous en avez parlé au début, on est 70 organisations, donc le collectif de réflexion et d'action. La sécu de l'alimentation. Donc, on a fait à notre échelle ce qu'on appelle la démocratie alimentaire. On essaie de se mettre ensemble avec, il y a des mutualités, il y a des agriculteurs, il y a des personnes précaires, il y a des ONG comme nous. On essaie de définir qu'est-ce que serait cette alimentation qu'on veut produire et qu'on veut consommer en Belgique. On arrive à 4 critères. On espère qu'ils seront la base des discussions à venir. Et donc là, c'est circuit court, protection de l'environnement, prix juste, y compris une juste rémunération pour l'agriculteur, et puis l'exclusion des produits ultra transformés. Avec ça, on se dit qu'on a un bon panier alimentaire. On pourra utiliser la carte dans beaucoup d'endroits, potentiellement dans n'importe quel magasin, mais vous pourrez aller au supermarché, mais n'acheter que les produits qui répondront à ces critères-là. Pour l'instant, dans les projets pilotes qu'on a, parce qu'avant d'aller sur le projet général, on a aussi des projets pilotes, des projets tests, dont un à Scarbeck, par exemple, qui a eu lieu. Pendant 1 an, 70 personnes du CPS de Scarbeck ont reçu 150 € à dépenser uniquement dans la Biscope, qui est un supermarché coopératif qui, grosso modo, ne propose que des produits de qualité qui répondraient à peu près aux critères. Là, on a vu que les gens étaient vraiment contents de consommer et ont recréé du lien à l'intérieur de la coopérative. Donc, on a des projets comme ça au niveau local. On a aussi le projet un peu plus général. On essaie d'avancer progressivement dans cette voie-là. Alors, tout ce que les téléspectateurs, j'imagine, qui nous regardent se disent c'est génial, mais quand est-ce que je pourrais l'avoir, cette carte concrètement? Est-ce qu'on est sur... il faut que les politiques vous suivent aussi, mais est-ce qu'on est sur une base de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Concrètement, ça peut exister quand? Ça peut exister quand on va le décider, parce que la sécurité sociale, elle existe parce que chacun, tous les jours ou tous les mois, tous les travailleurs décident de cotiser dans un pot commun. Cette carte-là, elle existera quand on aura tous décidé de cotiser dedans. Donc décidons, allons-y. Allons-y, en effet, et dès qu'on parle avec des personnes précaires, des personnes de la classe moyenne, ces personnes-là vont toutes en bénéficier. Grosso modo, la limite, qu'est-ce que c'est être riche ou pauvre et à quel moment la redistribution a lieu, c'est plus ou moins 3 000, bon c'était les chiffres avant l'inflation, mais plus ou moins 3 000 € bruts. Donc la population qui gagne moins que ça verra son pouvoir d'achat et donc ses revenus augmenter. La population qui gagne plus que ça, elle jouera à fond le lieu de la solidarité, recevra aussi les 150 €, parce que c'est une incitation pour aller consommer autrement, manger mieux pour sa santé, mais aussi pour la planète. Mais payera au prorata de son salaire, de son revenu. Voilà, il y aura cette idée-là. Donc il faut vraiment qu'on en ait envie. Donc là-dessus, clairement, l'implication citoyenne est importante parce que la sécurité sociale, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ça a été dit avant, très bien, mais c'est quelque chose qu'on auto-organise. En fait, on accepte de mettre une partie de la richesse produite et de la richesse que je crée, j'accepte de la mettre dans ce pot commun au service de tous, de la solidarité, moi y compris, je ne suis pas exclu de la solidarité, mais on doit accepter ça. Si on accepte tous de payer 150 € par mois en moyenne et de les recevoir en moyenne pour faire des achats, c'est-à-dire qu'on accepte de flécher nos dépenses vers ces produits-là, on sera en mesure de réaliser 2 choses en fait. D'une part, on garantit à tout le monde d'avoir un revenu pour manger. 150 €, ce n'est pas la panacée pour beaucoup de monde, mais pour beaucoup d'autres, ça fait une grosse différence. Oui. En gros, pour les précaires, ça fait pratiquement leur budget mensuel. Classe moyenne, ça paye la qualité, donc on aura les mêmes volumes d'achat, mais par contre en qualité supérieure.
qui répondent aux critères que j'ai dit. Pour les personnes plus aisées, si elles ne mangent pas bien, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas envie. Évidemment, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'offre. Qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi ? C'est une question aussi de... cette question de l'offre, elle est vraiment importante. Il faut pouvoir développer une offre. Il faut qu'il y ait des magasins pratiques autour de chez moi. Évidemment, on ne va pas demander aux gens d'aller faire acheter le pain chez le boulanger, de faire tout le tour des fermes de Wallonie pour pouvoir avoir un panier alimentaire. Il faut organiser une offre logistiquement intéressante. C'est dans cette progression-là. Donc on donne de l'argent aux gens et en même temps on finance la transition des systèmes alimentaires qu'on attend depuis longtemps. Tout le monde est gagnant, hein. On va le dire comme ça, Pierre. Il reste environ 2 minutes 30 parce que tout le monde est gagnant, mais tout le monde ne sait pas qu'il a droit à ses droits. Et je voulais terminer là-dessus, c'est que chez PAC aussi, on pointe certains systèmes comme le statut de cohabitant dont vous avez parlé au début, comme étant des trous qui laissent passer des gens à travers la raquette et qui ne connaissent pas leurs droits. C'est ça. Et donc nous, c'est pour ça qu'on milite ardemment pour la suppression du statut de cohabitant. Entre autres, notamment. Ça fait 40 ans que ce statut est là et qu'il empoisonne totalement la population. Parce que 2 personnes décident de vivre ensemble. Si l'une d'elles possède des allocations sociales, le fait de vivre ensemble, on va estimer que les revenus du ménage sont mis en commun et donc il n'y a pas de nécessité de payer la totalité de l'allocation. Ce qui est totalement faux. Et c'est totalement faux. Et ce qui est important aussi à se rendre compte, c'est que cette partie qu'on retire, c'est 200, 300, 500 €, c'est souvent cette partie qui, à la fin du mois, empêche le ménage de joindre les 2 bouts. C'est cette partie-là qui va faire qu'on va devoir décider de soit se nourrir correctement, ou soit aller chez le médecin, ou soit acheter des médicaments. Donc voilà, c'est pour ça qu'on... L'individualisation des droits. C'est tout à fait, c'est l'individualisation des droits. Et puis il y a l'automatisation des droits aussi. C'est le fait que les gens, parfois, ne sont pas au courant qu'ils ont droit à des droits sociaux, parce qu'il n'y a pas une bonne information autour de ça. Et l'État contribue à ça aussi, parce que c'est toujours ça, évidemment, de gagner dans les l'État nous rappelle toujours nos devoirs, mais pas nos mais ses devoirs à lui, voilà, ce n'est pas toujours le cas. Et on passe parfois au bleu. Oui, voilà, tout à fait. Et puis aussi, et comme Jonathan le disait quand même aussi, il y a aussi certains droits, on n'y récure pas par plaisir. Je veux dire, quand on va auprès de sa mutualité pour demander le statut BIM, ok, on y va, c'est la mutualité, on peut y aller comme ça directement, il n'y a pas de souci. Par contre, traverser et aller au niveau d'un CPS pour réclamer de l'argent, c'est pas un geste facile. Ce n'est pas un geste facile. Et on a peur comme ça d'être stigmatisé, de devenir personne pauvre et de rentrer dans un cycle, on a du mal à sortir. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a aussi évidemment tout l'accès à l'informatisation, au courrier à faire. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne savent pas comment rédiger. C'est compliqué d'aller réclamer ses droits. Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. C'est tout à fait. Et c'est là qu'on voit que le taux de non-recours est parfois très énorme. Et donc voilà, donc il y a une nécessité en tout cas qu'il y ait cette automatisation pour lutter contre le non-recours. Et à partir du moment où on automatise les choses, ça permettra quand même à beaucoup de gens d'avoir plus de dignité et de sortir plus la tête hors de l'eau. Merci beaucoup Pierre Van Gilbergen pour vos actions. Et puis on le rappelle, ce petit livre blanc qu'on peut acquérir sur le site internet. Alors sur le site internet de PAC, vous ne pouvez pas le louper, c'est en très grand, vous pouvez le télécharger en PDF. Et sinon, il suffit d'envoyer un petit mail à communication@pac-g.be et on vous l'enverra une version papier. Voilà, toute information sur pac-g.be et puis Fian Belgium aussi, fian.be, c'est ça? Et puis le site de la campagne, campagne-ssa.be, sur lequel on aura les informations précises sur la SSA. Ah voilà, campagne ssa.be avec cette petite carte. Merci à vous deux d'avoir été là, merci à tous d'avoir choisi de nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci messieurs. Merci.